absolument prévisible. Mais il nous échappe. Et il va échapper à l'industriel, puisque nous savons bien maintenant aujourd'hui que la consommation s'appuie non plus sur des prescriptions médicales, mais sur des achats dans le marché parallèle. Effectivement, les médicaments qui traitent les troubles érectiles ont complètement été détournés de leur fonction première par le milieu festif. On peut même dire par les milieux festifs. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ils servent vraiment à contrecarrer les effets négatifs que pourraient avoir les drogues festives pour pouvoir assurer sexuellement. Le cocktail le plus populaire utilisé par la majorité des clubbers, ça va être d'abord l'ecstasy, ensuite le GHB et le stimulant sexuel qui peut être pris pendant la soirée, avant la soirée ou à la fin de la soirée. Le GHB, que l'on appelle aussi l'ecstasy liquide, est un puissant désinhibant. À forte dose, il crée des amnésies. Quant aux poppers, c'est un vasodilatateur propice à l'euphorie. Son mélange avec le Viagra peut s'avérer très dangereux et même mortel pour des sujets ayant des faiblesses cardiaques. En 2006, il y a eu à Paris 2 décès causés par cette combinaison. Il y a eu 2 décès. Les décès ont eu lieu donc dus à la prise de Viagra et à l'exagération de la prise de poppers. La personne a été retrouvée à 4 heures du matin, décédée dans une cabine. Personne ne s'est aperçu de rien. C'est au moment de la fermeture des lieux qu'on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait une personne décédée. Dénoncer la banalisation du Viagra et les risques de son usage récréatif, c'est le combat de Laura Boudreau, avocate pour la AIDS Healthcare Foundation, qui est une grande association américaine de lutte contre le sida. Elle intente un procès au laboratoire Pfizer. Pour elle, les publicités pour le Viagra vantent l'image d'un produit de confort, un apport de virilité, alors qu'il s'agit d'un médicament. Le but de notre procès contre Pfizer est de responsabiliser le laboratoire. Car les publicités pour le Viagra présentent le produit de façon mensongère. Le message des publicités est « Prenez du Viagra, soyez un étalon ». Mais le Viagra est un médicament prescrit contre les troubles de l'érection et non pas un produit de consommation à utiliser à des fins récréatives. Là où le laboratoire est fautif, et les médecins qui prescrivent aussi, n'est-ce pas, c'est qu'ils ont fait l'amalgame entre l'érection et la relation sexuelle. Et on voit bien dans toutes les publicités que ce qui est en jeu, ce n'est pas l'organe, ce n'est pas la verge en érection dont on assure simplement la rigidité. C'est la relation. Et ça, c'est totalement frauduleux. Nous avons remarqué une vraie crise de santé publique. La recrudescence des MST est réellement inquiétante. Il n'y a aucun doute. Le Viagra joue un rôle fondamental dans cette recrudescence. Nous estimons que l'industrie pharmaceutique devrait être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de ces produits. S'il s'avérait que Viagra soit mal utilisé et détourné de son usage, qui est la dysfonction érectile, c'est un traitement de la dysfonction érectile, à ce moment-là, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on suivrait attentivement, on en discuterait avec les autorités de santé. À partir du moment où il y a un détournement de l'usage, c'est effectivement la responsabilité du laboratoire de s'en préoccuper. Lutter contre le détournement des stimulants sexuels n'est pas encore un problème d'actualité pour les labos et les autorités de santé françaises. Pour le moment, les accidents dus à ces mésusages sont très rares, mais ils pourraient se développer tant l'engouement de la population générale paraît irréversible. Nous allons entrer dans une ère pharmacologique du confort sexuel. Là, nous n'avons qu'un site qui est touché par le Viagra et le Cialis, les Vitra, etc. C'est le site très précis génital masculin. Attendons-nous, dans un avenir proche, à avoir des médicaments pour les femmes, à avoir des médicaments pour le désir, à avoir des médicaments pour l'orgasme. Nous entrons maintenant dans une sexualité médicalement assistée. L'enfance non plus n'échappe pas à la pression de nos sociétés de la performance. Aux États-Unis, il y a 6 millions d'enfants qui sont sous prescription de Ritaline. Ce médicament très controversé est habituellement prescrit pour aider les enfants qui souffrent de troubles de l'hyperactivité. Ses opposants dénoncent une pilule de l'obéissance abusamment prescrite pour calmer les enfants turbulents.
Mais ce médicament, très proche dans sa composition d'une amphétamine, est aussi un psychostimulant susceptible d'être utilisé comme un dopant intellectuel. La dérive, c'est que ce médicament est très souvent consommé par des enfants qui n'en ont pas besoin et qui veulent juste faire plaisir à leurs parents, être meilleurs à l'école. Tout ce qui devient un peu différent doit être obligatoirement médicalement traité. Et que l'enfant turbulent d'il y a quelques années est considéré maintenant comme un enfant malade. Diplômé de la Columbia University, le Dr Lawrence Diller est un psychiatre spécialiste de la Ritaline qui fait autorité aux États-Unis. Dans son livre « Le dernier enfant normal », il évoque la banalisation de la Ritaline dans les familles américaines blanches et aisées. Bien que lucide et critique sur les possibles effets pervers et les dangers de ce produit, il en prescrit régulièrement quand il pense que cela peut améliorer le quotidien familial ou aider un enfant à faire face aux pressions de son milieu. Dans son cabinet de la banlieue aisée de San Francisco, il reçoit aujourd'hui le jeune Andrew qui suit un traitement de Ritaline depuis maintenant 2 ans. Qu'est-ce que tu n'aimes pas à l'école? L'histoire. Au bout d'un certain temps, ça devient tellement ennuyeux. Ah, qu'est-ce que je m'ennuie. Au bout d'un moment, ça devient lourd. J'ai juste envie de faire autre chose. La Ritaline permet à l'enfant de s'appliquer dans une tâche que normalement il trouverait ennuyeuse et difficile, mais elle rend aussi ses actions plus méthodiques. À ton avis, pourquoi prends-tu de la Ritaline? C'est censé contrôler mes réflexes. Si par exemple j'ai envie de frapper quelqu'un, le médicament fait en sorte que je m'arrête pour réfléchir. Oui, ça me donne l'opportunité de penser plus clairement. Ouais, c'est super. T'as tout à fait intégré le concept. Est-ce que vous avez le sentiment, toi, Andrew, ou ton papa, que ce médicament t'a aidé à te concentrer dans tes devoirs à l'école? Oui, son institutrice m'avait dit qu'il y a vraiment eu une nette amélioration sur ses devoirs après qu'il a commencé son traitement. Prenons le cas d'un enfant normal ou d'un adulte. Son niveau de performance est là. Et ici, vous voyez comment l'enfant hyperactif agit en faisant la même tâche. Si vous donnez la Ritaline aux deux, voici ce qui se passe. L'enfant normal finit par agir comme un enfant surdoué et l'enfant hyperactif comme un enfant normal. Kyle a 15 ans. Il ne souffre aucunement de troubles de l'hyperactivité. Néanmoins, il suit depuis 5 ans un traitement de Ritaline. Son père, militaire, insatisfait par ses résultats scolaires, rêve de le voir intégrer une grande école. Tu fais plus d'efforts, mais ce n'est pas encore suffisant. Tu ne pousses pas encore tes capacités au maximum. C'est vrai que tu fais ton possible, et même si tes notes sont pas mal, elles sont encore trop moyennes en histoire. C'est dur à expliquer, mais je ne suis pas fier de moi. J'ai l'impression d'avoir besoin du médicament pour pouvoir me concentrer à l'école. J'ai remarqué que les vendredis, quand je ne prends pas de médicaments, je dois faire beaucoup plus d'efforts que d'habitude pour suivre les cours. Je sais que je peux le faire, mais ça me demande un grand effort. Il n'y a pas de raison de te sentir mal à l'aise. Il y a des gens qui ont des maladies qui les obligent à se soigner avec des médicaments. Il y a des gens qui ont du diabète, par exemple, ou qui ont un taux de cholestérol élevé. Eh bien, ils prennent un traitement pour ça. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins bien. Tu as une maladie et tu dois prendre un médicament pour te soigner. Il n'y a pas de honte à ça. Malgré les réserves du jeune Kyle, le Dr Diller suit le désir de ses parents et va renouveler la prescription de Ritaline. Car à cette dose et à son âge, il estime qu'il n'y a aucun danger pour sa santé. On sait que la prévalence d'une maladie comme l'hyperactivité, c'est de l'ordre de 3%. C'est-à-dire qu'en population générale, il y a 3% des enfants qui sont atteints par cette maladie. Ce qu'on constate aux États-Unis, c'est que dans certains États, il y a 25 à 30% des enfants qui sont sous médicaments spécifiques du traitement de l'hyperactivité, comme la Ritaline par exemple. Là, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a, à l'évidence, il y a des enfants qui ne sont pas hyperactifs, mais qui sont sous traitement
de la maladie de l'hyperactivité de l'enfant. Ryan prend quotidiennement du Concerta, qui est un équivalent de la Ritaline. Ryan et sa famille voient surtout dans ce médicament censé améliorer la concentration un produit de confort. Je pense que parmi les problèmes de Ryan auxquels on cherchait une alternative, il y avait sa capacité à se concentrer à l'école. Il commençait à perdre confiance en lui et à mal se comporter en classe. On voulait vraiment faire quelque chose pour qu'il soit plus à l'aise avec lui-même, lui redonner confiance. Je pense que cette pilule a profondément changé ma vie. Avant de prendre cette pilule, j'avais de mauvaises notes à l'école. Tous mes profs se plaignaient de mon comportement et de mes résultats. Depuis que je suis sous traitement, c'est-à-dire 3 ou 4 ans, tous mes profs disent « Waouh, Ryan, t'as des résultats excellents dans toutes les matières. » Et ça me rend plus heureux que jamais. La Ritaline ne pourra pas faire complètement changer d'opinion un enfant, mais ça le rendra docile dans ses décisions. Des fois, quand je dois aller à l'église, il y a des messes auxquelles je ne veux vraiment pas aller. Mais si je prends la pilule, je m'ennuie moins que d'habitude. Si la Ritaline est à ce point prescrit, c'est que ce qui est en jeu en réalité, c'est l'obligation d'hyper-adaptation. C'est-à-dire qu'on essaye absolument de calmer ces enfants, de les remettre dans le cadre et que surtout ils ne dérangent pas. Alors, ça va aussi de pair avec une certaine augmentation de la performance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est un peu plus dans le cadre, effectivement, ils vont correspondre un peu plus à ce qui est demandé par l'ensemble du corps social. On peut dire que je suis quelque part dépendant de ce médicament. Je ne vois pas vraiment les effets secondaires, je ne vois pas vraiment la différence entre les moments où j'en prends et les moments où je n'en prends pas. Mais j'en suis dépendant. Les États-Unis, c'est véritablement un pays, malheureusement, où les prescriptions de Ritaline sont devenues massives, puisque 6 à 7 millions d'enfants sont touchés. Entre 1990 et 2000, aux États-Unis, officiellement, 186 enfants sont décédés des effets secondaires de la Ritaline. Décédés pourquoi? Parce que c'est une drogue donc, qui est un dérivé amphétaminique qui agit sur l'organisme comme la cocaïne et qui va provoquer des anomalies, une altération des vaisseaux coronaires qui irriguent le cœur. Et on a des enfants de 8-10 ans qui décèdent. Et lorsqu'on les autopsie, on voit, déjà ils sont décédés d'arrêt cardiaque, et on voit qu'ils ont des cœurs de cocaïnomanes. Le jeune Matthew Smith est décédé à 14 ans. Il prenait, depuis l'âge de 7 ans, 20 mg de Ritaline 3 fois par jour. Son cœur n'a pas tenu. Les parents de Matthew n'arrêtaient pas de dire à son école qu'il avait de très fortes douleurs à la poitrine, qu'il avait constamment des migraines. Il voulait arrêter le traitement, mais l'école les a obligés à continuer les prises de Ritaline à tout prix. Un jour, Matthew était en train de faire du skateboard devant sa maison et tout d'un coup, il s'est effondré. Il a perdu connaissance et il est mort. En France, environ 12 000 enfants sont traités à la Ritaline. Des effets secondaires inquiétants comme des sentiments dépressifs ou des pulsions de suicide sont souvent rapportés, mais à ce jour, il n'y a pas eu d'accident grave. Anne Casto est responsable de la surveillance des abus et des dangers liés aux prescriptions de médicaments. En France, nous avons mis immédiatement des conditions de prescription et de délivrance qui font qu'actuellement, nous pouvons dire, parce que ça c'est un produit qui est extrêmement surveillé, que l'immense, la très grande, même quasiment la totalité des prescriptions le sont faites dans les indications de l'autorisation de mise sur le marché. Cependant, il y a effectivement des